Voilà, bonjour à tous. Oui, donc je viens de l'Université catholique à Angers, à la faculté d'éducation, où je suis enseignante-chercheur. Donc ici en France, il est 7 heures du soir. Mais c'est bien. Ma communication porte sur les habiletés professionnelles, oui, de l'enseignant. Astuces pédagogiques au cœur du métier, je répète. Alors, je regarde si ça marche. Hop, voilà. Donc, c'est une recherche qui est en cours. Donc, je vais présenter un petit peu le contexte, le cadre théorique, les hypothèses, la méthodologie et puis les premiers résultats. Donc, s'agissant du contexte de la recherche, simplement dire pour commencer qu'en préambule que les conditions d'enseignement pour les professeurs des écoles, puisque je travaille sur ce groupe-là, ont changé. C'est vrai que maintenant, ils ne peuvent plus simplement se baser sur la didactique des apprentissages, des enseignements, mais ils sont obligés de gérer vraiment un climat de classe, gérer la concentration des élèves, permettre d'avoir des petites activités ludiques pour soutenir l'apprentissage. Et donc, ils doivent faire preuve d'inventivité. C'est d'ailleurs ce qui est vraiment noté dans le référentiel des compétences. L'inventivité pédagogique devient vraiment nécessaire. Alors, notre problématique de recherche est formulée ainsi. En quoi les enseignants sont-ils des inventeurs permanents d'outils novateurs, de méthodes, de techniques pour accompagner l'adaptation des élèves? Ces méthodes sont-elles la traduction de valeurs pédagogiques singulières? Quelles sont nos hypothèses de recherche? Donc, la première, c'est que les enseignants utilisent des outils de médiation symbolique pour soutenir leur activité pédagogique. Et ces outils symboliques vont avoir un rôle d'étayage dans l'apprentissage, dans le comportement, etc. Notre deuxième hypothèse, c'est que ces médiations symboliques sont également la traduction de valeurs pédagogiques. Alors, s'agissant de notre cadre conceptuel qui entoure cette recherche, nous n'allons pas retenir les notions de gestes professionnels, mais plutôt de médiation symbolique, parce que les gestes professionnels sont du côté de la gestualité orale, corporelle, de la réflexion de l'enseignant pour mener à bien ses objectifs et les finalités de son action. Donc, comme geste professionnel, on peut avoir l'amplification de la parole de l'élève, le rappel vers les savoirs, la vérification des traces écrites, les gestes langagiers d'explication, d'injonction, etc., qui passent par la parole, qui passent par les gestes. Donc, nous allons plutôt nous retenir en termes de concept, finalement, l'adresse qu'a l'enseignant à viser des finalités, mais plus singulièrement par l'utilisation d'un tiers, c'est-à-dire un outil, un élément matériel, un objet, un élément du corps, qui se situe ainsi entre l'enseignant, le sujet et l'objet d'apprentissage. Toujours dans le cadre conceptuel, nous n'allons pas retenir non plus les compétences, les savoir-faire professionnels, mais nous allons plutôt retenir le concept d'habileté professionnelle pour cette recherche. Donc, les compétences professionnelles correspondent plutôt à la mobilisation de capacités de manière intégrée, en référence justement avec le métier. Quand on parle de compétences professionnelles, on dit il est compétent, il a intégré des capacités en référence avec son métier. Donc, c'est par exemple l'autorité. Il a intégré finalement des capacités de faire preuve d'autorité pédagogique. Nous ne retiendrons pas non plus le concept de savoir-faire, qui correspond plus à la connaissance de moyens qui permettent l'accomplissement d'une tâche,
selon l'idée d'une maîtrise préalable. Quand on dit on a un savoir-faire, c'est-à-dire qu'on maîtrise quelque chose et qu'on va accomplir une tâche en fonction de ce savoir-faire. Donc, par exemple, organiser une séance d'enseignement, une séquence pédagogique, l'enseignant, il a un savoir-faire parce qu'il sait qu'on commence par les compétences, les objectifs, etc., etc. Le déroulement de la séance, etc., le matériel, etc. Ce que nous allons nous retenir donc comme concept pour nous fédérateurs de notre recherche, qui va être au cœur de notre recherche, c'est la notion d'habileté professionnelle. Et là, on définit l'habileté professionnelle comme plutôt une qualité de finesse, d'adresse dans le choix des moyens pour arriver à une fin. Et en fait, les habiletés professionnelles sont plus synonymes d'astuce, en fait, d'adresse, voire dans le langage familier de débrouillardise. Donc voilà, parmi les concepts un petit peu en sciences de l'éducation, notamment celui qui retient notre attention. Pour préciser encore la notion d'habileté, on peut dire que dans l'habileté, il y a l'idée finalement de parer à des difficultés, à des circonstances défavorables pour atteindre ses fins. Mais à contrario, de connaître suffisamment le contexte environnemental pour trouver les moyens adaptés pour arriver à ces objectifs. Donc, voilà comment on peut cerner ce qu'on pourrait entendre par habileté professionnelle. D'où l'idée d'habileté professionnelle en lien avec l'utilisation de médiation symbolique, c'est-à-dire l'utilisation d'un tiers. Donc, pour nous résumer par rapport à notre cadre conceptuel, on retient cette notion d'habileté professionnelle qu'on différencie des compétences professionnelles, des savoir-faire professionnels, des gestes professionnels, et qui, dans le cadre de notre recherche, sont en lien avec ces habiletés, sont mis en œuvre grâce à des médiations symboliques, c'est-à-dire à un tiers. Pour parler très simplement, c'est grâce à l'utilisation, par exemple, d'objets, de matériel, ça peut être du corps propre, voilà. Mais c'est l'idée qu'il y a un tiers entre finalement le sujet et puis son objet d'apprentissage, médiatisé par l'enseignant et ses habiletés, mais par l'intermédiaire d'une médiation symbolique, c'est-à-dire d'un tiers. Alors, notre approche méthodologique. Donc, s'agissant de l'approche méthodologique, nous avons réalisé une enquête à partir d'observations de pratiques auprès de 50 professeurs des écoles, même un petit peu plus même. Donc, ces observations ont duré 4 semaines et il s'agissait de repérer finalement ces fameuses médiations symboliques, c'est-à-dire les matériels, les outils, les postures propices à développer tel ou tel aspect pédagogique, tel... Voilà. Nous avons aussi observé les mises en œuvre de ces médiations symboliques, de ces habiletés professionnelles et puis leurs impacts. Alors maintenant, la question qui se pose par rapport à la recherche, c'est finalement, nous avons analysé le contenu de toutes ces observations. Et la question qui se pose, c'est ces habiletés professionnelles, par le biais de tiers de médiation symbolique, dans quel domaine d'activité préférentielle elles se situent, voilà. Alors, le premier domaine, c'est finalement la centration de l'élève, c'est-à-dire que les habiletés professionnelles vont être développées pour permettre à l'enfant une centration, donc à travers son attention, à travers la gestion émotionnelle, sa gestion émotionnelle. Deuxièmement, deuxième catégorie, nous avons 3. Les habiletés professionnelles vont, par le biais des médiations symboliques, vont développer l'engagement de l'élève, donc sa motivation, son autonomisation, sa responsabilisation. Et troisièmement,
les habiletés professionnelles, par le biais des médiations symboliques, vont agir sur les apprentissages donc cognitifs, graphomoteurs. Ça, c'est le résultat de l'analyse de contenu de notre enquête. Donc, on va reprendre ces trois aspects en donnant un certain nombre d'exemples. Et puis, voilà, on va conceptualiser ces trois aspects. Donc, le premier aspect correspond à la centration sur l'élève. Donc, les habiletés professionnelles, par l'utilisation du tiers, va finalement agir sur la conscience et la maîtrise des émotions de l'enfant. Ces médiations symboliques passent par donc différents outils, différents moyens, comme par exemple la gestuation des émotions, l'utilisation par exemple dans le cadre de la classe des boîtes à soucis, des boîtes à bonheur en tant qu'objet, voilà, médiateur, les bocaux des émotions, le thermomètre, par exemple, du stress, les appels attentionnels, le branding, le yoga. Alors là, je ne vois plus le mot que j'ai mis derrière yoga. Après yoga, je ne sais plus le mot qu'il y a parce que j'ai ma petite fenêtre de vision, mais ce n'est pas grave. Le nourrisson, le triangle. Bon, là, j'explicite pas trop ces mots-là parce que finalement, on voit bien de quoi il s'agit. Il s'agit, par exemple, dans les boîtes à soucis, que tout simplement l'élève de l'école primaire, il puisse prendre conscience qu'il a quelque chose qui l'inquiète, il va le mettre dans la boîte. Ou quelque chose qui lui fait plaisir, il va le mettre dans la boîte. Le manche souci, c'est finalement en fin de journée, on a mis un souci et on sait que la peluche, par exemple, pour les petits, ça c'est pour les plus petits, va finalement manger les soucis et le lendemain, il n'y en aura plus, etc. Donc, le thermomètre du stress, pareil, on voit de quoi il s'agit. Le deuxième aspect de l'analyse des résultats correspond au développement par ses habiletés, par ses moyens de la conscience du comportement, de la régulation du comportement. Donc, on va avoir des outils comme la fleur, la frise ou la fusée du comportement, où il va s'agir de repérer chez l'enfant qui prenne conscience finalement de l'état de son comportement par rapport au groupe, par rapport à lui-même. Les messages clairs qui sont des messages qui permettent finalement d'expliciter ce qu'on ressent à son partenaire, par exemple, de classe, et puis de lui demander éventuellement une réparation. La chaise du calme qui est utilisée par les enseignants aussi. Les feux tricolores qui signifient finalement un moyen de s'arrêter en regardant finalement ce feu qui est soit au vert, soit à l'orange, soit au rouge. Le lion du comportement qui signifie, pour les petits par exemple, où ce lion va être déplacé selon la qualité du comportement dans la journée ou dans la semaine. Le volcan, c'est finalement prendre conscience qu'en soi, on peut être un volcan et qu'il va s'agir de se calmer avant de parler et puis aussi de voir ce qu'il y a comme idée dans notre tête pour les présenter de manière calme, sereine et de calmer ce volcan. Les doigts, c'est par exemple pour entrer en communication avec l'enseignante et dire un doigt, c'est j'ai besoin que tu m'aides, 2 doigts, j'ai besoin d'être corrigé, 3 doigts, etc. Avec la médiation, par contre, là, ici, de la main. Donc ça, c'est le deuxième aspect de la centration sur l'élève que permet ces habiletés professionnelles par le biais du tiers, des médiations symboliques. Le troisième aspect qui est apparu dans nos résultats, c'est le développement de la conscience de la valeur du silence chez l'enfant. Et donc, les enseignants utilisent fréquemment des médiations symboliques qui permettent de retourner à cette conscience du silence, par exemple à travers la bougie, la centration, par exemple, des enfants en rond, etc., à un certain moment de la journée, sur la flamme,
la chanson du silence, ou finalement qui explique ce que c'est que le silence, le bâton de pluie qui permet de revenir aussi au silence, le comportement des papillons qui peut être mimé aussi et même joué avec le corps, le chat dormant qui est une posture qui va permettre à l'enfant de comprendre qu'il peut se tenir en intériorité. Voilà, donc d'autres exemples, j'ai mis que quelques exemples. Il aurait été bien de mettre aussi des photos de tout ça, mais c'est un peu compliqué de rajouter toutes ces photos-là, donc j'en reste un petit peu plutôt à l'aspect cognitif de la présentation. Mais il y a d'autres exemples. Donc voilà notre premier point, je regarde mon heure, c'est la centration sur l'élève. Alors on a encore 2 points d'après ce que je vous ai dit. Donc le deuxième point, on avait dit, c'est finalement ces médiations, ces habiletés professionnelles permettent de développer l'engagement de l'élève, sa motivation, son autonomisation et sa responsabilisation. Et donc là, on a 3 points. Le premier, c'est l'autodétermination avec l'utilisation de plans de travail, d'objectifs à réaliser, de fiches contrats, de médiation comme le champion, qui est finalement une espèce de coupe où finalement l'enfant peut recevoir, pas systématiquement, mais vraiment il sait que quand il a bien travaillé, il aura cette coupe. Donc c'est pas systématique, ce qui si bien que c'est pas dès qu'il a fini son travail ou qu'il l'a fait correctement, non, c'est que il doit le mériter. Donc il va s'auto-motiver, s'auto-déterminer par rapport à la médiation de cet objet, par exemple, qui est la coupe. Voilà. Et puis, par exemple, les jeux de lumière aussi, qui sont des repères, des repères pour l'enfant, soit pour se mettre au travail, soit pour se relancer dans une activité, qui sont aussi, alors à travers vraiment là une lumière, c'est-à-dire un objet lumineux qui va être encore là, cette médiation symbolique qui va être un repère pour l'enfant pour s'auto-déterminer, pour se motiver. Le deuxième aspect, c'est au niveau de la conscience des compétences. Donc, c'est avec ce qu'on va appeler les ceintures de compétences. Donc, l'enfant va avoir, selon son degré de compétence, va recevoir différentes ceintures, un peu comme c'est au judo, qui finalement est un petit peu comme une récompense, mais qui est quelque chose qui finalement, qui l'attend, qui l'espère et qui correspond à un repère de capacité, de niveau de compétences, voilà, qu'il apprécie. Alors, le troisième aspect, c'est la conscience des responsabilités. Donc, les enseignants utilisent beaucoup de tableaux des responsabilités, voire de maisons des responsabilités. Pareil, c'est des maisons qui sont des repères pour l'élève, pour savoir ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il doit faire ou ce qu'il va projeter de faire comme petites responsabilités diverses dans tout ce qu'il y a à faire dans une classe. Et pour laquelle il peut aussi rentrer dans cette maison, ouvrir des tiroirs, des responsabilités, y mettre quelque chose, donc quelque chose d'assez dynamique finalement, et qui là encore est une médiation, un objet qui va être un repère pour lui et qui va encore le dynamiser, mais en même temps construire en lui cette conscience des responsabilités. Donc finalement, tous ces objets, toutes ces médiations symboliques dans ce deuxième aspect, eh bien, permet justement de consolider, d'étayer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, eh bien, l'engagement de l'élève, sa motivation, son autonomisation, sa responsabilisation. Donc, elles ont un vrai rôle de tiers, d'intermédiaire. Voilà. Troisièmement, dernier point, ce sont les apprentissages cognitifs et graphomoteurs. Non, c'est pas ça. Attendez. Oui, c'est ça. Oui, excusez-moi, les apprentissages cognitifs et graphomoteurs. Donc, effectivement, les habiletés professionnelles des enseignants par l'utilisation des tiers vont favoriser les apprentissages cognitifs et moteurs. Donc, on va avoir 3 points ici. Donc, outils, objets, pratiques, médiateurs d'apprentissage. Premier point, beaucoup d'enseignants utilisent la conscience et la maîtrise du temps
donc avec le time timer, le sablier, où on va on va dire à l'enfant, voilà, je prends le sablier ou je retourne mon sablier, je prends le time timer, je mets 10 minutes pour faire cette tâche-là, afin qu'ils aient conscience de l'organisation du temps. Et donc, on est vraiment dans des apprentissages cognitifs, de maîtrise des compétences, des postures dans l'apprentissage. Le deuxième, ce qu'on a trouvé comme réponse, c'est beaucoup autour de la facilitation de la mémoire à travers les personnages vivants, le mur des mots, les enveloppes de conjugaison. Voilà, je ne développe pas trop parce que je regarde le temps. Et puis, troisièmement, la facilitation des apprentissages cognitifs et graphomoteurs, le verbe à lunettes, où l'enfant a des lunettes et avec ses lunettes, il doit repérer tel verbe dans la phrase, le calcul mental avec les doigts, mon corps est un stylo, l'écriture dans le sable, les lettres rugueuses qu'on retrouve chez Maria Montessori, l'utilisation des cubes, des cartes, des bouchons pour la numérisation, mais aussi des chansons qui sont structurantes sur le plan cognitif. Il y a quelque temps, on chantait beaucoup, maintenant on ne chante plus, mais on revient à cette notion aussi du chant qui finalement est porteur d'apprentissage cognitif. Voilà, donc j'arrive presque à la fin. Donc, ces médiations symboliques donc, sont la traduction de valeurs pédagogiques. Rappelez-vous, j'avais deux hypothèses. La première, c'est qu'il existait effectivement des médiations symboliques et en même temps, elles vont porter des valeurs pédagogiques. Donc, j'en vois deux. Donc, cette matérialisation transitionnelle, un peu comme un objet transitionnel de Winnicott, finalement, ces objets sont des objets de transition, à travers des objets de médiation, eh bien, joue un rôle d'étayage dans l'apprentissage, par soutien, par direction. Et deuxièmement, le développement de la conscience de soi permet le développement de la conscience de soi, de la conscience de l'importance de l'environnement est capital pour étayer le processus d'apprentissage. Puisqu'à travers ces médiations symboliques, vous avez remarqué qu'on tourne beaucoup autour d'un développement de la conscience, d'une conscientisation de soi, des autres, de l'environnement, etc., par un objet médiateur. Et finalement, ça étaye le processus d'apprentissage. Donc, je pense que je suis dans les temps. J'ai juste ma conclusion. Donc, la conclusion, c'est que notre recherche s'oriente maintenant et toujours actuellement, continue à s'orienter vers finalement l'impact, c'est bien ça notre objet de recherche, l'impact des outils de médiation symbolique, comme facilitateur finalement d'apprentissage et d'éducation. Voilà. Et je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Vous étiez effectivement dans les temps. Il nous reste environ 5 minutes là, pour une période de questions. S'il y en a qui désiraient prendre la parole, vous pouvez soit lever la petite main bleue ou allez-y, prenez la parole. On n'est pas un très, très gros groupe. Oui, c'est ça. Oui, je vois qu'il y a une question. Séverine. Bonjour, d'abord, merci beaucoup pour votre présentation. La médiation symbolique, je trouve qu'il y a quelque chose de l'objet frontière à travers tout ça qui est très intéressant dans la dynamique de la classe. Un petit peu avant votre conclusion, vous parliez là, des valeurs. Il y avait quelque chose d'intéressant dans les valeurs, ce qui me mène à poser la question, peut-être que ce serait intéressant d'en savoir un peu plus sur comment vous entrevoyez le rôle partagé dans la classe, parce que de ce que j'en saisis, peut-être ce sont les valeurs de l'enseignant qui sont partagées aux élèves. Donc, j'aimerais savoir un peu plus sur les valeurs et sur les rôles partagés dans la classe. En fait, l'hypothèse, c'est que finalement, l'utilisation de tiers, là, de ces médiations symboliques, ce sont ces médiations symboliques qui portent les valeurs. Donc, on peut trouver à travers cette pratique d'un objet, par exemple, si je prends le champion qui est la coupe,
eh bien, finalement, si l'enseignant utilise la coupe, c'est que l'enseignant est animé d'une valeur qui va être justement l'importance de la valorisation, par exemple, de l'enfant, même de la récompense, hein, à la fois pour lui-même, mais pour aussi se dynamiser et avoir envie de travailler. Donc, finalement, j'aurais pu là, mais on n'a pas, c'est pas, on aurait pu reprendre chaque médiation symbolique et puis voir finalement quelle était la valeur qui était sous-jacente à cette médiation symbolique et l'idée que finalement elle passe inconsciemment dans l'esprit de l'enfant parce que quand l'enseignant utilise par exemple le papillon, le chat dormant pour permettre à l'enfant de se calmer, etc., eh bien, l'enseignante, en utilisant ça, elle transmet la valeur de l'intériorité, ou elle va transmettre la valeur du silence, ou elle va transmettre, voilà. Mais que finalement, ces valeurs, elles ne passent pas par un discours en disant, voilà, ce n'est pas un discours, c'est à travers un objet, à travers une pratique, finalement, où l'enfant va développer une conscience et c'est le choix de cette pratique et c'est le choix des objets aussi, quelquefois. Par exemple, choisir des papillons, choisir un chat, choisir un sablier, choisir une bougie, c'est pas rien, sa valeur symbolique. Et donc, c'est important le choix aussi des objets, la manière dont on les... Choisir une maison, pour la maison des mots, pour apprendre la conjugaison. Eh bien, ok, ça facilite l'apprentissage, mais derrière, il y a aussi une valeur. Par exemple, la maison, ça représente voilà, les choses qui peuvent être ordonnées, comme une phrase est ordonnée, parce qu'il y a sujet, verbe, complément, proposition, adjectif de coordination, etc. Mais derrière, finalement, on apprend la conjugaison avec une maison. Et la maison, il y a une valeur derrière. Enfin, voilà, c'était ça un petit peu. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, non seulement ça répond à ma question, mais ça complète bien. Là, il y en avait encore plus. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous pour votre question. J'en aurais une si j'ai le temps. Oui, oui, absolument. Oui. J'aimerais savoir en quoi l'élève est concerné par les choix dans le processus décisionnel quand il est question justement du choix des objets ou encore du choix des moyens, ou si c'est plutôt l'enseignant qui va sélectionner les différents objets ou stratégies là, pour obtenir, par exemple, le silence ou à quel point l'élève est concerné ou impliqué dans ce choix-là. Alors, dans ce que nous avons observé, nous en France, non, il n'est pas impliqué. C'est vraiment l'enseignant qui fait ce choix. Hein, mais c'est vrai que c'est une bonne question parce qu'il peut aussi, lui, avoir des idées intéressantes à proposer. Mais dans notre recherche, pratiquement, non, l'enseignant ne proposait pas à l'élève de choisir. Mais oui, c'est une bonne idée. Une bonne...